Madame, monsieur, bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans ce studio de l'IH2EF pour la dernière émission au Périscope de notre année 2024-2025, consacrée aujourd'hui à l'insertion professionnelle des étudiants de l'enseignement supérieur. Cette émission est diffusée évidemment sur le site de l'IH2EF et sur la plateforme YouTube. Vous pouvez réagir tout au long des propos de nos intervenants en vous connectant à la plateforme X avec le hashtag au Périscope. Aujourd'hui avec nous en plateau 4 intervenants et une intervenante à distance. Je vais les présenter un à un, à commencer par vous, Michel Lunier. Vous êtes inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche. Merci d'être avec nous, par ailleurs co-auteur de rapports que je détaillerai juste après. À vos côtés, Sabine Chopin-Guillot, bonjour, vous êtes directrice du service universitaire de l'orientation et d'insertion professionnelle de l'Université de Lorraine, et vous êtes par ailleurs vice-présidente de la conférence universitaire en réseau des responsables de l'orientation et de l'insertion professionnelle des étudiants. Merci d'être avec nous. En face de vous, Patrick Courriot, vous êtes adjoint à la chef du service stratégie des formations et de la vie étudiante à la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle. Merci d'être avec nous. Bonjour. Et enfin, Thierry Kessenheimer, vous êtes délégué de région académique à la formation professionnelle initiale et continue et à l'apprentissage dans la région académique Nouvelle-Aquitaine. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci à vous. Nous aurons également à distance dans quelques instants Élise Tenré, universitaire maîtresse de conférences en sociologie à l'université Paris-Dauphine. Notre émission va se dérouler en deux parties, comme à votre habitude, à savoir une première partie consacrée aux enjeux, une seconde à un format table ronde débat entre nos intervenants. Et on va démarrer tout de suite avec cette première partie consacrée aux enjeux, avec d'abord vous, Michel Lunier. Donc, je rappelle que vous êtes IGESR et par ailleurs co-auteur de rapports, dont deux que je vais citer. Le premier rapport annuel de l'IGESR, l'orientation de la 4e au master, un rapport signé en 2020, et l'organisation de la première année des formations supérieures, accueil et réussite des étudiants, transition et construction de parcours, dispositif d'accompagnement au profil des enseignants. Ce rapport-là, vous l'avez fait en 2021. Peut-être Michel Lunier, dans un premier temps, pour problématiser le sujet, remettre quelques éléments de contexte, quelques éléments historiques avant de nous intéresser au sujet du jour. Merci. Donc, répondre à la question qui concerne la mise en perspective du système éducatif est a priori une nécessité pour comprendre non seulement les enjeux de ce que moi j'appelle un changement de paradigme en termes de formation, tout simplement parce que le système français tel qu'il a été conçu dans la deuxième moitié du XXe siècle n'a pas été conçu initialement dans cette perspective. Je rappelle quand même que lorsque les gouvernants de l'époque ont construit ce système éducatif, dans une perspective particulièrement adéquationniste, en d'autres termes, on faisait l'hypothèse qu'il serait possible, pour reconstruire le pays au lendemain du Second Conflit mondial, d'identifier les besoins de formation à partir d'une matrice de l'appareil de production, qu'il fallait d'ailleurs reconstruire, pour inscrire non seulement ce système éducatif dans une perspective de massification, pour prendre en compte le boom démographique, la mise en perspective avec la question de l'international, le développement des théories du capital humain qui positionnait clairement l'éducation comme un investissement à la fois pour la nation et un bienfait pour l'individu. Donc bref, un ensemble d'objectifs qui consistaient tout simplement à se poser une question: comment faire en sorte de répondre à ces enjeux à partir d'une organisation de l'enseignement en France qui faisait valoir des ordres d'enseignement qui étaient étanches les uns avec les autres et qui ne permettaient bien évidemment pas de pouvoir faire monter en compétence l'ensemble d'une génération. Alors le choix politique qui a été fait à l'époque n'est pas anodin, parce que le choix a été celui de permettre une massification donc, de l'enseignement à travers une organisation, somme toute, très particulière et très originale en France. Et il s'agissait non seulement de mettre en système les ordres d'enseignement qui avaient été hérités jusque-là de la Troisième République, mais en préservant ce qui avait été à l'époque appelé le génie français, c'est-à-dire cette capacité à transmettre un savoir universel, atemporel, auquel seule une petite frange de la population avait accès. Donc on voit bien que se posait la question: jusqu'où devait-on aller pour massifier, c'est-à-dire dans quelle mesure pouvait-on ou devait-on préserver ce que l'on appelait le génie français, qui était essentiellement l'enseignement secondaire à l'époque, et a fortiori l'enseignement supérieur, essentiellement les universités. Le choix a été fait tout simplement de mobiliser pour ce faire une certaine conception que l'on a vue, et je me plais à utiliser la métaphore de Guy Brucy, un historien très reconnu des sciences de l'éducation, la métaphore qui en fait renvoie à la question de la digue et du canal. Il s'agissait non seulement de permettre une élévation du niveau de qualification de l'ensemble de la population, mais de préserver
ce génie français. Et donc pour cela, on a mobilisé 2 ingrédients. Et ça n'est pas pour rien qu'aujourd'hui on se pose des questions sur les 2 d'ailleurs. D'une part, l'enseignement technique qui s'était érigé à la veille des années 60 comme un enseignement autonome et élitiste, pour permettre de réguler les flux vers l'enseignement général et l'enseignement secondaire, a fortiori l'enseignement supérieur. Donc on lui a assigné une tâche bien particulière d'accueillir en son sein celles et ceux qui n'avaient pas vocation à poursuivre au-delà. Donc on voit bien que déjà étaient posés les verrous d'un enseignement qui allait être dans un premier temps relégué en périphérie du système. Et on a utilisé un autre ingrédient, celui de l'orientation. Donc on a assigné à la question de l'orientation un objectif bien particulier, c'est celui de répartir au sein désormais d'un système unifié l'ensemble d'une génération. Ce qui a conduit dans les années 80 tout simplement à avoir un dispositif qui, peu ou prou, à l'âge de 14 ou 15 ans, voit la répartition de la totalité d'une génération de jeunes filles, jeunes gens, au sein de 3 voies de formation, qui est pas seulement l'apanage de la France, d'autres pays ont fait ce choix, mais qui est quand même une singularité, puisqu'aujourd'hui, 2 de ces voies, la voie professionnelle et la voie technologique, sont interrogées au regard de leur finalité. Donc, on a construit un système dont la vocation était à la fois d'élever le niveau de formation de tous, mais de préserver également le caractère élitaire d'un enseignement qui était celui de l'enseignement secondaire d'autrefois et de l'enseignement supérieur. Et force est de constater que le référent de l'insertion professionnelle est venu modifier cette façon de penser, c'est-à-dire qu'en fait, la question de l'insertion professionnelle est somme toute très récente. Il a fallu attendre 2007 pour voir la question de l'insertion professionnelle s'inviter au titre des finalités de l'enseignement supérieur. À l'échelle de l'histoire du système éducatif, c'est tout récent. Et que ce référent de l'insertion professionnelle est apparu un peu plus tôt dans l'enseignement secondaire, tout simplement parce que dans les années 80, il a fallu faire face à un chômage massif des jeunes. Mais le changement de paradigme auquel j'ai fait référence en propos liminaire vient du fait que nous avions choisi dans un premier temps une formation dispensée dans des établissements de formation avec une perspective clairement adéquationniste. Il s'agissait bien évidemment de formation dédiée à la stratification de l'appareil productif. La fin des années 70 va montrer tout simplement que ce modèle ne tient pas, ce modèle adéquationné, mais il va perdurer, et il perdure aujourd'hui encore, et j'en parlerai probablement tout à l'heure, il va perdurer encore dans les années qui vont suivre. Et ce changement de paradigme, il est né en fait de cette volonté de sortir, à la fin des années 90, c'est l'Union européenne au passage qui a impulsé fortement, de sortir d'une conception où il s'agissait de sommer les connaissances en quelque sorte, d'avoir un dispositif où ce qui était intéressant, c'était le contenu de la formation dans une école dédiée, et on s'attachait donc à ce que l'élève avait appris, et non pas à ce qu'il savait faire. L'Union européenne a demandé à ce qu'on infléchisse dans 2 directions. D'une part, qu'on sorte de ce système de sommation des connaissances et qu'on entre dans un dispositif où il s'agit moins de sommer les connaissances que de développer la capacité des individus à les mobiliser en situation complexe d'interaction avec son environnement. Je viens de vous donner la définition de la compétence, au-delà du fait que, bien évidemment, les définitions scientifiques sont multiples. Néanmoins, ce changement de paradigme, avec cette approche par compétence, va se traduire par 2 conséquences notables. Et je ne suis pas immédiatement convaincu qu'on ait tiré tous les fils des conséquences de l'approche par compétence. D'une part, sauf à considérer que la compétence ne s'acquiert que dans l'appareil de formation, force est de constater qu'on est obligé de prendre acte du fait qu'elle s'acquiert dans toute interaction de l'individu avec son environnement. Donc se pose bien évidemment la question de la certification de ces mêmes compétences lorsqu'elles sont acquises dans un autre environnement qu'un établissement scolaire ou un établissement d'enseignement supérieur. Comment on prend en compte des compétences acquises dans le milieu sportif, dans le milieu associatif. Voilà. Premier élément, la première caractéristique, c'est que elle s'affranchit, la notion de compétence, de l'espace. Deuxième conséquence, c'est qu'elle s'affranchit du temps, sauf à considérer, là encore, que les compétences ne s'acquièrent que dans les premiers temps de la formation ou de la vie d'un individu, ce qui est faux. Nous sommes bien obligés de considérer qu'il y a probablement un début d'acquisition des compétences, mais il n'y a pas de fin. En d'autres termes, ce qui est demandé au système de formation dans son ensemble, c'est d'identifier les éléments qui vont permettre de développer des compétences tout au long de la vie. C'est le fameux formation tout au long de la vie.
Dès lors, le pendant, c'est-à-dire je vous ai parlé de la formation en tant que telle, je vous parle de l'autre pendant, de l'autre objet qui avait été identifié, c'est-à-dire l'orientation, on va lui faire subir le même sort. C'est-à-dire nous allons changer de philosophie en matière d'orientation et passer d'une orientation par palier, en d'autres termes des moments précis de la vie d'un individu, notamment scolaire, à une notion de continuum. Et c'est lorsque la France va prendre la présidence française de l'Union européenne en 2008 que nous allons développer une formation, une orientation qui va s'inscrire dans le cadre d'un processus continu qui doit permettre à un individu de pouvoir faire un certain nombre de choix. Et bien à partir de ce moment-là, on voit bien qu'on a créé les ingrédients pour qu'on soit davantage sur un continuum qui va permettre à un individu, de façon de moins en moins linéaire, de faire l'acquisition d'un certain nombre de compétences. Or, notre système n'a pas été conçu comme ça initialement. Il a été conçu pour qu'on progresse rapidement dans le système, que ce soit sanctionné par un diplôme de la puissance publique, qui atteste du fait qu'on a suivi une formation de qualité, et donc avec tous les ingrédients de la puissance publique, à un autre système de la compétence, où c'est moins le processus qui est mis en avant que le résultat. Et le résultat, il se donne à voir à travers la compétence. Or, il y a une chose qu'on n'a jamais vue, c'est la façon dont s'exerce une compétence. On en voit le résultat. Et donc, c'est le résultat qu'on évalue et qui modifie fondamentalement le fonctionnement des établissements de formation. Donc, cette question de l'insertion professionnelle des étudiants monte en puissance. Et elle monte en puissance, certes, tout simplement parce que si on veut bien s'attacher à la façon dont la loi de 2018 est venue fondamentalement remettre en cause, ou plus également est venue confirmer ce paradigme, c'est-à-dire qu'à travers la question des compétences, l'approche par compétences, à travers la question de l'orientation sous un continuum, eh bien, il manquait un dernier ingrédient, c'était la question des blocs de compétences. Il fallait leur donner une définition, ce qui permet bien évidemment, vous vous doutez bien, d'avoir une approche de la formation sur le long cours qui s'inscrit dans un autre paradigme. Ce paradigme, je conclurai là-dessus, est finalisé avec deux dimensions, c'est-à-dire plus on s'attache à développer des aptitudes d'un individu à pouvoir agir dans le monde professionnel à terme, mais aussi dans le monde social dès ses premières années de formation, plus on s'attache à développer ce type d'aptitudes, plus on est obligé de prendre en compte le contexte dans lequel ces aptitudes, ces compétences vont s'exprimer. C'est la raison pour laquelle les compétences psychosociales, même si elles n'ont pas été identifiées comme cela au démarrage, viennent verrouiller ce paradigme en donnant deux autres dimensions, aux compétences plus techniques, plus académiques, et bien des compétences qui sont de l'ordre de l'émotion et de l'ordre du social, tout simplement, parce qu'un individu, lorsqu'il va s'exprimer dans une situation quelle qu'elle soit, il va devoir faire preuve d'une maîtrise de ses émotions, de prendre en compte un certain nombre d'éléments de contexte et rentrer dans des interactions sociales, puisque par définition, ce sera sa vocation. Quand vous dites dans votre propos plutôt que les voies professionnelles et techniques sont aujourd'hui interrogées au niveau de leur finalité, qu'entendez-vous par là? Ouais. Alors, elles ont été conçues initialement, la mise en perspective permet de comprendre initialement. Au moment où on a conçu le système éducatif, on a commencé à scinder en deux ce qui était hérité de l'histoire. D'un côté, ceux qui allaient devenir les collèges d'enseignement technique, et les lycées techniques d'État. Ces deux voies vont donner progressivement, je ne rentre pas dans le détail, vont donner au milieu des années 80, d'un côté le lycée professionnel, qui en fait sera doté d'une capacité à former des jeunes au niveau 4 avec le baccalauréat professionnel. C'est un choix politique qui a été fait à l'époque par Jean-Pierre Chevènement. Et de l'autre côté, l'enseignement technologique. Et on voit bien que les deux ingrédients de l'enseignement technique, qui sont les deux éléments de l'enseignement technique, l'enseignement bas et l'enseignement haut, comme on l'appelait à l'époque, vont se distinguer essentiellement par un certain nombre de dimensions. D'une part, les lieux de formation, la nature des enseignements, mais surtout leur finalité. L'enseignement professionnel n'avait vocation exclusivement à l'insertion professionnelle et la voie technologique à la poursuite d'études. Or, vous voyez bien que en 2009, la modification du baccalauréat professionnel, et plus exactement l'alignement du temps de formation en 3 ans avec les deux autres voies, la voie générale et la voie technologique, est venue de ce point de vue modifier les finalités de la voie professionnelle en tant que telle, à la fois insertion mais aussi poursuite d'études. Du coup, on interroge, bien évidemment, quand on regarde la poursuite d'études et la nature des qualifications qui sont obtenues par les élèves de la voie et les étudiants de la voie professionnelle ou de la voie technologique, on voit bien que de ce point de vue, on s'interroge
sur cette organisation, 3 voies de formation qui permettent donc un accès à l'enseignement supérieur, entre autres. Et quand on regarde que du côté de l'enseignement supérieur, on n'a pas fait ce choix de retenir ces 3 voies, mais on a fait un choix de reconnaître au bachelor universitaire de technologie qui est une licence professionnelle, on a probablement créé d'autres conditions de lecture de cette organisation. Donc ces interrogations auxquelles je fais référence sont des interrogations qui ne sont pas nouvelles, mais qui sont probablement beaucoup plus fortes aujourd'hui, tout simplement parce que ces 2 formations, que ce soit la technologie pour d'autres raisons et l'enseignement professionnel, préparent peu ou prou à un certain nombre de passages dans l'enseignement supérieur qui se ressemblent pour beaucoup. On y reviendra tout à l'heure. Merci Michel Lunier. Patrick Courriot, je vais me tourner vers vous. Je rappelle que vous êtes adjoint à chef du service stratégie des formations et de la vie étudiante à la Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle. Au regard de ce que vient de nous dire Michel Lunier, comment se positionne aujourd'hui votre structure, donc la Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, et comment vous accompagnez le développement de nouvelles formations qui sont fondées davantage sur ces objectifs d'acquisition de compétences? Alors, Michel a bien positionné la problématique. L'enjeu pour la DGCIP, donc Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, a pour objet d'essayer d'accompagner les établissements publics d'enseignement supérieur pour déployer une offre de formation qui permet de répondre aux attentes de la nation sur des métiers qui sont de niveaux divers au niveau de l'enseignement supérieur. En partant d'un public issus de l'enseignement scolaire post-bac. On a un système en France qui est assez spécifique où on s'inscrit dans une logique où j'ai le temps de formation, puis ensuite je pars sur le monde du travail. Et ce qu'a présenté Michel, c'est là où on est confronté à cette problématique de, par exemple, sur des bacs pro aujourd'hui qui veulent se projeter sur des carrières plus longues, ont le sentiment qu'ils ont besoin de poursuivre leurs études de manière immédiate, parce qu'on n'est pas sur ces systèmes qu'on peut retrouver sur l'ensemble du paysage international, où l'acquisition de compétences dans le milieu professionnel est assez naturelle et la reconnaissance de ces compétences acquises dans le milieu professionnel est souvent bien pensée. Et donc, en dehors de la France, souvent on part dans cette idée de le fait de m'insérer professionnellement ne veut pas dire que j'ai arrêté mon cursus d'études, que j'ai arrêté d'apprendre. En France, on est sur ce système qui est assez linéaire et un jeune qui sort de terminale a ce sentiment de, s'il veut obtenir un diplôme d'enseignement supérieur, c'est forcément de manière assez immédiate en sortant du lycée. Et dans les réponses qui sont proposées, on propose du coup une offre de diplômes qui peut être assez variée, avec des diplômes à visée parfois fortement professionnels. On peut penser au BTS, on peut penser donc aux licences professionnelles, les BUT, bachelor universitaire de technologie, qui sont des formations en 3 ans, comme l'a évoqué Michel. L'ensemble des licences professionnelles qui permettent ces insertions professionnelles à niveau donc Bac+3 et le niveau master qui va être au niveau Bac+5. Le fait de s'arrêter à un moment et poursuivre l'acquisition de compétences dans l'environnement professionnel n'est pas suffisamment naturel de notre point de vue. Mais on est obligé de faire avec. Et cette logique de formation tout au long de la vie, auquel on a tendance à adhérer, aujourd'hui est difficilement, disons, acceptée par le public qui s'y présente. Ça veut dire qu'il y a un manque d'acculturation à cette culture de la formation tout au long de la vie. C'est-à-dire que je travaille, donc j'arrête de me former. Oui, c'est dans la perception en France, on a vraiment cette vision où j'ai le temps où je me forme et j'ai le temps où je travaille, et on n'a pas l'impression qu'on va être en train de se former ou acquérir des compétences, être dans un système où je continue mes apprentissages quand je suis dans le monde professionnel. Et pourtant, la réalité de l'emploi, c'est qu'on se forme malgré tout, quelle que soit l'entreprise ou la structure. Aujourd'hui, on continue de se former. Exactement. Donc on est confronté à cette situation. Ce que Michel aussi a rappelé, c'est que c'est relativement assez récent que afficher dans l'environnement universitaire que les diplômes
ont cette finalité de compétences professionnelles et on affiche clairement cette capacité à s'insérer, nous a conduit à imposer que tout diplôme de l'enseignement supérieur est rattaché à des compétences professionnelles qui doivent être affichées et qui sont présentes notamment sur ce qu'on appelle le répertoire national des certifications et des compétences professionnelles, fichier RNCP. Bon, enfin bref. Donc ces fiches essayent de décrire quelles sont les compétences professionnelles qui sont maîtrisées à la fin d'un diplôme. On les trouve donc au niveau Bac+2, au niveau Bac+3. Même les diplômes nationaux de licence ont bien ces fiches RNCP. Par contre, dans l'environnement universitaire, de manière générale, souvent il est considéré qu'un diplôme national de licence n'a pas pour finalité de s'insérer professionnellement. Et il y a souvent cette perception, tant des étudiants que de la communauté universitaire, de se dire une licence générale n'a pas réellement pour objet de m'insérer, mais a pour objet de viser un diplôme de master. Et donc on est un peu sur cette dichotomie, sur certains diplômes qui sont visés, qui sont perçus comme étant permettant ou ayant pour objet principal de s'insérer professionnellement en priorité, et puis des diplômes qui ont pour visée de garantir une poursuite d'études. Donc on est sur cette vision un peu décalée. Et du coup, nous, ce qu'on est amené à faire, c'est d'essayer d'encourager les établissements d'enseignement supérieur à mieux identifier les besoins de leur territoire, les besoins du monde économique de leur territoire, et de penser comment leur offre de formation peut répondre à ces besoins du territoire. Avec, Michel l'a aussi évoqué, le fait que actuellement, dans le cadre de la formation actuellement diplômante, on a cette approche, enfin cette conception de « je dois viser l'acquisition de compétences », donc ce qui décale un petit peu l'approche de « je dois transmettre des savoirs académiques », et du coup cette prise de conscience que certains savoirs, certaines compétences peuvent être acquises dans d'autres systèmes, et donc notamment la valorisation de l'engagement étudiant, la valorisation d'une expérience professionnelle que je peux faire ou une expérience associative commence à rentrer en tout cas dans le périmètre et la perception en tout cas des établissements d'enseignement supérieur qui s'emparent en fait de ce sujet que certaines compétences qui sont visées par le diplôme ont pu ou peuvent être acquises dans d'autres environnements. Donc on a ce sujet-là. L'autre sujet, c'est concernant la professionnalisation des diplômes. Pour nous, on peut être souvent tenté par l'adéquationnisme. On a cependant l'obligation, et c'est ce que nous, côté des DGCIP, on rappelle aux établissements, il faut être très vigilant parce que les carrières futures vont devoir s'adapter à un environnement qui aujourd'hui est en forte évolution. Les attentes immédiates du monde professionnel aujourd'hui et celui dans 10 ans où on aura forcément des enjeux de transition économique, sociologique, sociétaux, la place de l'intelligence artificielle sont par exemple un certain nombre de sujets qui vont être amenés à devoir être pris en compte. Et ça veut dire que quand on délivre un diplôme et qu'on permet à un jeune de s'insérer professionnellement, il faut aussi lui donner le bagage de pouvoir s'adapter aux évolutions du contexte du métier. Et du coup, c'est là où cette notion d'adéquationnisme doit être trop évitée en disant « je ne réponds pas à uniquement un besoin de métier qui existe aujourd'hui ». Je dois aussi penser aux jeunes qu'on a formés qui va devoir répondre à des enjeux d'une carrière. Et au cours de cette carrière, il doit avoir les compétences, on parlait de compétences psychosociales tout à l'heure, mais on doit avoir ces compétences psychosociales qui vont lui permettre de s'adapter à son futur environnement. Je crois que je vais m'arrêter là pour l'instant. Très bien, merci beaucoup en tout cas pour ce premier propos, Patrick Courillo. Que dit la recherche à ce sujet, au sujet de l'insertion professionnelle des étudiants de l'enseignement supérieur? On va le découvrir tout de suite en images. On donne la parole à Élise Tenré, elle est universitaire, maîtresse de conférences en sociologie à l'université Paris-Dauphine. Donc, je voudrais revenir dans un premier temps sur quelques éléments de contexte
et rappeler notamment la spécificité du système d'enseignement supérieur français, qui a des incidences à la fois sur l'orientation et l'insertion des étudiants. Le système d'enseignement supérieur en France, il est comparé par exemple à ses voisins européens, à la fois très adéquationniste, au sens où ce qui est valorisé chez les acteurs du système éducatif, c'est une stricte correspondance entre la formation d'une part et l'emploi d'autre part. Et à la fois, le système français, il est très linéaire, peu propice aux expérimentations de la part des étudiants, avec notamment peu d'aller-retour entre l'emploi et la formation. Alors cela, ça se perçoit notamment dans la morphologie de la population étudiante. La France se caractérise par une population très majoritairement en formation initiale et la plus jeune d'Europe au moment de la fin des études et donc de l'insertion. Pour donner quelques chiffres issus du programme Eurostudent, en France, on a 86% d'étudiants de moins de 25 ans, quand dans les autres pays européens, les étudiants de moins de 25 ans représentent 64% des effectifs. Et l'âge médian des étudiants français, il est de 21 ans contre 24 ans chez nos voisins européens. Et ce caractère très linéaire se perçoit également dans les représentations des jeunes Français. Les expériences de jeunesse en France sont caractérisées, comme l'a très bien montré Cécile Van de Velde, par une pression sociale à se placer au sein de hiérarchies prédéfinies, avec une détermination précoce de cette place par les études. Et il y a un poids perçu du diplôme sur l'insertion très important. Autrement dit, pour un jeune Français, choisir ses études, c'est choisir sa vie, au sens où le diplôme est vu comme déterminant l'ensemble de l'itinéraire professionnel à venir. Et donc ces deux caractéristiques, adéquationnisme d'une part et linéarité d'autre part, font que l'insertion apparaît particulièrement centrale pour les jeunes. Elle est l'aboutissement d'une formation linéaire destinée principalement à favoriser l'insertion. Cette place centrale donnée à l'insertion, elle est aussi renforcée par la valorisation croissante de la professionnalisation des études, à travers la multiplication des stages, par exemple, ou de l'alternance dans l'enseignement supérieur, ou encore la valorisation de l'entrepreneuriat. Et pourtant, paradoxalement, le système laisse peu d'espace pour des expériences de travail en dehors de ces expériences instituées que sont les stages ou l'alternance. Alors certes, on estime à près de 40% la part d'étudiants qui exercent une activité rémunérée à côté de leurs études, mais cette activité n'est pour la plupart pas liée à l'activité de formation ni au domaine professionnel visé. Ces expériences de travail, elles sont souvent vues comme alimentaires. Et paradoxalement, ce sont les étudiants les moins dépendants de ces revenus d'activité qui bénéficient des statuts les plus souples, les plus flexibles et donc des contrats de travail les plus compatibles avec le suivi des études, puisqu'on est sur un système en France qui est assez rigide en termes d'études, et donc le fait d'avoir un contrat qui n'est pas un CDI, par exemple, ça permet à des jeunes de mieux concilier ces situations d'activité rémunérée avec les études. Il y a donc quelque chose de profondément inégalitaire dans cette répartition des expériences de travail. Alors, ces caractéristiques de l'expérience étudiante en France ont aussi des incidences sur la perception du travail et les éventuelles aspirations à la réorientation. Il est intéressant de citer le travail mené actuellement à partir des enquêtes Génération du Centre d'études et de recherche sur les qualifications, donc le CEREQ. Ces enquêtes, elles interrogent les jeunes 3 ans après la sortie de leurs études. Dans la dernière enquête, qui confirme donc que les conditions d'insertion varient selon les diplômes des jeunes, montre aussi que, une fois insérés, les jeunes se déclarent très majoritairement satisfaits de leurs conditions d'emploi et de la nature du travail qu'ils occupent au moment de l'enquête, en particulier parmi ceux qui exercent un emploi avec un statut d'indépendant ou ceux qui ont réalisé un stage ou un apprentissage pendant leurs études. Cela n'empêche pas que près de 30% des mêmes jeunes insérés déclarent envisager une réorientation professionnelle, y compris parmi celles et ceux
qui disent se réaliser dans leur travail. Donc, comment expliquer ce paradoxe? On a d'un côté des jeunes qui sont heureux dans leur travail, qui disent se réaliser dans leur travail une fois insérés, et en même temps, une part non négligeable de jeunes qui sont prêts à en changer. Cela pourrait indiquer une propension au changement et à l'autonomie dans un contexte de fortes attentes des jeunes vis-à-vis du travail. En effet, en comparaison des autres générations, les jeunes apparaissent avoir des attentes particulièrement élevées en matière de travail. On est loin de l'image des jeunes désengagés, qui n'ont plus le sens du travail. Au contraire, il y a des fortes attentes des jeunes générations, à la fois sur l'intérêt du travail, mais aussi sur la conciliation que celui-ci permet en matière de vie professionnelle et de vie personnelle. Et alors, cette aspiration à la réorientation, elle est peut-être le signe d'une intériorisation des normes d'adaptabilité et de flexibilité construites dans les études et lors des premières expériences professionnalisantes. Elle peut être aussi la manifestation d'une volonté d'expérimenter de la part des jeunes. Ils n'ont pas pu expérimenter pendant leurs études, du fait de leur caractère très linéaire, et peut-être que cette aspiration à l'expérimentation, qui est le propre de la jeunesse finalement, est déplacée aux premières années de la vie professionnelle. Précisons également que cette aspiration à la réorientation ne se concrétise pas forcément. En effet, tous les jeunes n'iront pas au bout de ce processus, puisque moins de 5% des jeunes voient in fine leur projet de réorientation aboutir. Voilà donc l'importance de recontextualiser l'insertion des jeunes dans le système français qui apparaît, je le rappelle, très particulier. Merci beaucoup, Élise Tenré. Ainsi s'achève notre première partie consacrée à la définition des enjeux autour de notre thématique de l'insertion professionnelle des étudiants de l'enseignement supérieur. On va passer à notre format table ronde et en transition, on va découvrir la Minute Juriste qui, pour chaque numéro, vous est présentée par Raphaël Mata-Duvigneau. L'insertion professionnelle des étudiants repose sur des politiques publiques actives, qu'elles soient nationales, académiques ou territoriales, et sur les liens entre établissements d'enseignement supérieur et acteurs économiques, territoriaux, nationaux, voire même internationaux. Un levier essentiel est l'entrepreneuriat étudiant, une autre manière de favoriser l'insertion professionnelle qui permet d'étudier tout en développant un projet entrepreneurial. L'entrepreneuriat désigne la création d'une activité économique, qu'elle soit dans le secteur privé, l'économie sociale et solidaire, la culture ou encore l'administration. Il peut prendre plusieurs formes, création d'entreprise, reprise d'entreprise ou développement d'une nouvelle activité dans une entreprise ou une structure déjà existante. Depuis les années 1980, l'importance de développer un esprit entrepreneurial chez tous les étudiants est reconnue. Esprit critique, créativité, initiative, communication et coopération par exemple. Ainsi, les premières réponses académiques furent la création de formations et de diplômes spécifiques dans les écoles de commerce, d'ingénieurs et les universités. Il est possible de citer, sans souci d'exhaustivité, les licences professionnelles métiers de l'entrepreneuriat, master entrepreneuriat et management de projet ou encore management de l'innovation. En parallèle, sont apparues les juniors entreprises, ce sont les associations étudiantes régies par la loi de 1901, dotées d'un statut fiscal et social dérogatoire, fonctionnant comme un cabinet de conseil mais implanté dans un établissement d'enseignement supérieur. Toutefois, les politiques en faveur de l'entrepreneuriat étudiant vont rapidement déborder le strict cadre de la formation académique en proposant aux étudiants un accompagnement à la démarche de création d'entreprise. La loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche a renforcé ce cadre juridique en intégrant explicitement la formation à l'entrepreneuriat comme l'un des objectifs des formations de l'enseignement supérieur. L'article L 612-1 du Code de l'éducation précise que chaque cycle de l'enseignement supérieur, selon ses objectifs propres, fait, entre autres, une part à la formation à l'entrepreneuriat, à la recherche, au développement de la personnalité, du sens des responsabilités et de l'aptitude au travail individuel et en équipe. Cela a conduit à la mise en place de plusieurs dispositifs d'accompagnement. D'abord, le plan PEPIT, pour Pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat, couvre l'ensemble du territoire métropolitain et ultramarin pour sensibiliser les étudiants, y compris le doctorant, à la création d'entreprises. Ces pépites sont créées et financées dans les sites universitaires, souvent portés par les communes. Ensuite, le diplôme d'établissement étudiant-entrepreneur, le D2E. C'est un diplôme d'établissement répondant à un cadrage national ministériel. La formation est fondée sur une approche par compétences, organisée librement par l'établissement, à condition que les contenus et les modalités pédagogiques contribuent à atteindre
les objectifs du référentiel de compétences entrepreneuriales, concevoir et développer un projet entrepreneurial, enregistré au répertoire spécifique des certifications et des habilitations tenues par France Compétences, en vertu de l'article L 6113-6 du Code du travail. Ce diplôme n'est pas rattaché à un niveau de formation et peut accueillir des étudiants inscrits en DUT, en licence, en master, en doctorat, comme aussi des étudiants déjà titulaires de ces diplômes. Alors attention, ces dernières caractéristiques l'ont empêché de bénéficier d'une reconnaissance RNCP. Le D2E est aussi ouvert notamment aux titulaires du statut national d'étudiant entrepreneur en cours d'études, ainsi qu'à d'autres types de publics spécifiques, mais qui ne sont plus dans un cursus d'enseignement supérieur, comme par exemple les demandeurs d'emploi. Le D2E appartient enfin à la catégorie des diplômes propres aux établissements ayant fait l'objet d'une habilitation à recevoir des boursiers sur critères sociaux. Enfin, et le plus important, le statut national d'étudiant entrepreneur, soit le SN2E, inspiré du statut de sportif de haut niveau. Ce statut permet, en vertu des articles L611-11 et D611-9 du Code d'éducation, des aménagements dans l'organisation et le déroulement des études et des examens, ainsi que des droits spécifiques qui permettent de concilier la poursuite d'études avec notamment une activité professionnelle. Aussi, il est possible de substituer au stage de fin d'études une période de travail sur le projet entrepreneurial. Le statut permet d'obtenir le droit à césure en cours d'études prévu à l'article D611-16. Le cadre du statut est également fixé par une circulaire du 9 juin 2021. Ce statut s'adresse prioritairement aux étudiants préparant un diplôme leur permettant de poursuivre leurs études tout en s'engageant dans un parcours entrepreneurial. Il s'adresse également aux jeunes diplômés tout en leur conférant le statut d'étudiant, avec la conservation de tous les droits y afférents. Il permet surtout aux étudiants d'élaborer un projet dans un PEPIT. Le SN2E est accessible à toute personne titulaire du baccalauréat ou de son équivalence en niveau. Toute personne donc inscrite dans un cursus en formation continue ou en formation initiale, préparant également un diplôme de l'enseignement supérieur délivré au nom de l'État ou inscrit, par exemple, au D2E mentionné plus haut, dans les conditions proposées par le PEPIT de rattachement. Ce statut est délivré par le ministère de l'Enseignement supérieur au vu de l'instruction de la candidature réalisée par le PEPIT auquel la candidature a été adressée. Le SN2E est valable pour une année académique. Il peut être renouvelé sur la demande expresse du bénéficiaire après examen par une commission spécialisée. Le statut ouvre un certain nombre de droits à prestations qui sont activés en fonction de la situation particulière de chaque personne et notamment de l'avancement et de la progression du projet. Et pour faire simple, plus le projet est avancé, plus les prestations sont importantes, pouvant aller jusqu'à la mise en relation avec l'écosystème entrepreneurial partenaire du PEPIT ou encore l'aide pour construire la stratégie de financement du projet. In fine, ce statut permet d'obtenir une certification entrepreneuriale reconnue. L'entrepreneuriat impose aux établissements d'enseignement supérieur d'innover. Approche par compétences, pédagogie active, espace collaboratif, ouverture sur le monde économique. Ces initiatives doivent être pleinement exploitées pour répondre aux besoins des étudiants et aux évolutions sociétales. Le cadre juridique est en place. Il ne reste plus qu'à s'en saisir. Bien, merci beaucoup Raphaël. On se retrouve donc pour la prochaine saison d'Opériscope, puisque cet épisode est le dernier de notre saison 2024-2025. Passons maintenant à notre format table ronde. Nous allons pouvoir débattre de ce sujet de l'insertion professionnelle des étudiants de l'enseignement supérieur pendant une petite trentaine de minutes. Je vais d'abord me tourner vers vous, Thierry Kessenheimer. Vous êtes donc délégué de région académique à la formation professionnelle initiale et continue et à l'apprentissage dans la région académique Nouvelle-Aquitaine. Merci d'être avec nous. Peut-être en propos préliminaire, un rappel des enjeux et des processus de la construction de l'offre de formation et de la permanence des critères qui ont été évoqués précédemment. Alors déjà, un point qui est intéressant, c'est qu'on retrouve des choses qui traversent aujourd'hui l'enseignement supérieur, qui traversent encore l'enseignement professionnel du CAP au BTS, voire la licence pro, qui est un peu à la marge de ce qu'on fait, c'est-à-dire cette question de professionnalisation, d'adéquation, qui se pose depuis longtemps. Il y a eu deux transitions fortes dans notre terme de réflexion et d'enjeu sur la carte des formations professionnelles. C'est sûrement la partie 2014-2015 où la région devient en fait le dernier exécutant de la carte des formations pro, où on est passé d'une analyse de places vacantes et de taux de réussite aux examens à des analyses d'insertion dès 2015. Et puis une deuxième partie, 2018, qui accélère le temps,
rénovation des diplômes tous les 5 ans, ce qui interroge quand même, parfois des diplômes étaient rénovés tous les 15 ans. Et puis derrière cette transition de 2018, première chose qui se met en œuvre 2020, on l'a tous vécu, le Covid, la guerre en Ukraine, la transition écologique, ce qui fait qu'on est dans une accélération du temps qui est peut-être un préalable à poser. Lorsque vous réfléchissez à une formation professionnelle type bac professionnel, vos premiers élèves sortent 5 ans après. C'est cette temporalité qu'il faut imaginer dans les transitions qu'on vit 1 ou 2 ans. Donc, les grands enjeux, on les connaît, parcours de réussite ou d'insertion. Pas d'adéquationnisme, mais une réponse aux besoins des entreprises. Ça veut dire qu'on met aujourd'hui en place un socle de connaissances et de compétences qui permet aux jeunes de rebondir après, puisqu'en fait, son métier, il va l'acquérir. On a souvent l'impression que lorsqu'on a un CAP, un bac pro, on va y vivre toute sa vie. On sait qu'aujourd'hui, quasiment 2 ans après l'obtention d'un tel diplôme, presque la moitié des élèves qui sont sortis ne travaillent plus dans le champ de compétences dans lequel ils ont appris. Et malgré tout, l'école leur a appris les bases pour qu'ils puissent rebondir ailleurs, donc c'est plutôt un bon signe. Et aujourd'hui, une vraie réflexion depuis quelques années sur le +1. Alors c'était la licence pro, on en reparlera peut-être avec la mise en place du BUT aujourd'hui. Ce sont les mentions complémentaires qui sont devenues les certificats de spécialisation. Ce sont aujourd'hui, depuis 2018, la place des titres, donc la notion de parcours qui est un peu différente, pas de scolaire à apprentissage. Mais en tout cas, le +1, ce +1, il y a une particularité, forte immersion dans l'entreprise, plus de la moitié du temps. Je crois que c'est un facteur vraiment d'évolution qui a été important. Et puis, une notion très très importante aujourd'hui dans les périmètres, dans mon espace de jeu, qui est une région académique. Je prends l'exemple simple, territoire de l'Autriche, population du Danemark, ça veut dire une énorme ruralité. Donc c'est un enjeu fort de la carte des formations, c'est la prise en compte de cette ruralité. Ça, ce sont pour les enjeux. Peut-être une phase aussi de mise en œuvre aujourd'hui, et ça a été dit par mes prédécesseurs, il y a une grande phase d'analyse du besoin. Analyse du besoin des entreprises, je ne reviendrai pas dessus, on les a aujourd'hui. Une autre phase d'analyse qui est essentielle, c'est celle du besoin de la population. Puisqu'en fait, aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on met une formation quelque part que forcément elle accueillera des jeunes qui ont envie d'y aller. Donc il y a toute une phase d'acculturation, de sensibilité à prendre en compte de manière à ce que les entreprises, les formations qu'on met en place trouvent bien leur public, souvent dans les réseaux de proximité. Aujourd'hui, vous avez une analyse globale qui est celle que nous a fournie le MEDEF il n'y a pas longtemps. C'est un emploi dans la production génère un emploi dans le tertiaire. Aujourd'hui, lorsqu'on est sur des emplois qui sont post-bac, BTS et au-delà, le conjoint ou la conjointe est diplômé du même niveau, il faut retrouver un emploi, une formation dans le même niveau. Donc tout ça rejoint quelque chose qui, dans cette phase d'analyse, est difficile pour nous à appréhender. Peu d'entreprises se projettent à 5 ans en termes de besoins à des niveaux basiques, c'est peut-être plus simple là au niveau universitaire sur les CAP et des bacs pro. C'est compliqué d'imaginer quelque chose à 5 ans. Et puis dans cette analyse de besoins, il faut qu'on soit suffisamment prospectif pour arriver à déceler aussi ce qu'il nous faudra en plateau technique, ce qu'il nous faudra en besoin de formation d'un enseignant. J'ai donné un exemple peut-être trivial, mais on a été interpellé sur France 2030 sur l'accompagnement à la formation sur de la maintenance des poids lourds qui seraient motorisés par de l'hydrogène. Aujourd'hui, vous en voyez peu dans la rue. Vous n'avez aucun plateau technique, aucun prof formé à ça, et il faudrait déjà les former pendant 5 ans. Donc ça interroge quand même sur notre capacité à répondre. Même sujet sur les batteries, par exemple. Même sujet sur les batteries et sur quasiment tous les métiers qu'on sent arriver. Et puis, sur une donnée qu'on n'a pas aujourd'hui, c'est quels vont être les impacts, c'est-à-dire les politiques publiques. Vous décrétez demain qu'il n'y a plus d'aide sur l'électrique, il n'y a plus les mêmes emplois derrière, vous remettez de l'aide à 100% pour l'électrique, on change tout. Donc, et c'est sur les durées courtes. Et donc nos projections à 5-6 ans sont un peu compliquées à réaliser. Les flux de population, on ne les maîtrise pas. Et ça donne la différence entre une analyse et des axes stratégiques qui sont définis au niveau national qu'on comprend bien et qu'on maîtrise. France 2030, l'égalité homme-femme et l'accès à... Enfin, l'attractivité de métiers qui sont aujourd'hui très masculinisés, très masculins ou très féminins pour qu'il y ait plus de mixité, parce que c'est une des richesses. Voilà, on est sur ces enjeux-là. On va définir à partir de ça une carte cible qui demande à être très territorialisée à un moment donné. J'oublie les métiers de niche, qui sont des choses un peu particulières. De manière générale, on raisonne quand même sur un niveau CAP, on va être sur du bassin d'emploi. Bac pro, on va commencer à être sur du département de l'académie. Et puis après, le BTS, ça va être de l'académie souvent. Et puis après, on rentre dans le domaine universitaire, on a des champs un peu plus larges.
avec une attractivité à trouver. Donc on rejoint les problématiques d'orientation et de connaissances que citait Michel au départ. Question de ressources humaines. Ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, vous avez fait une carte cible, ça veut dire faire une carte cible sur 5, à 3 ans par exemple. Cette carte cible, bien sûr, à 4 ans, elle va évoluer, et puis vous êtes dans un système itératif en continu. Donc il y a 2 phases qui sont très importantes. J'ai cité la dernière qui me paraît la plus importante parce que c'est celle en dernier, puisque c'est celle qui est la plus bloquante. D'abord, vous mettez en place un pilotage, un suivi qui vous permet d'aller en avant. Et puis la dernière, il faut la vendre. C'est-à-dire que l'image que je donne souvent, c'est que une carte des formations, une offre de formation globale, avec tous les statuts, c'est votre corps humain. La carte qu'on peut proposer dans mon service en réflexion, c'est les os. Sans les muscles à côté, ce qui sont l'orientation, la mobilisation de tous les autres acteurs, ça ressemble au squelette que vous aviez au fond de notre classe et qui est très immobile et très imagé, mais qui en même temps n'avance pas. Et donc en fait, cette notion de la promotion, de le faire comprendre aux entreprises, aux parents, aux jeunes, aux politiques, puisqu'en fait, quand on fait une carte des formations, on est dans un équilibre budgétaire restreint. Dans une démographie qui baisse, on n'ouvre pas massivement des choses. Donc on est plutôt dans un équilibre budgétaire, ce qui veut dire que dans un endroit, il faut faire comprendre que pour ouvrir quelque chose, parce qu'il y a un besoin, il y a aussi un besoin moindre dans d'autres domaines, et donc fermer. Cet équilibre est toujours très compliqué. Donc la partie adhésion et déploiement de la carte, qui est souvent quelque chose qu'on oublie parce qu'on le fait, et puis après on le met sur la table, et donc ça doit vivre, est quelque chose d'extrêmement important. Si à cette phase-là, et je finirai là-dessus, si à cette phase-là, vous ne racontez pas la carte, vous n'avez pas un récit de ce que vous allez faire, une vision globale, et vous dites l'an prochain je ferme, dans 3 ans j'ouvre, oui, enfin, quelle est l'histoire que vous racontez? Et cette histoire-là, elle se fait au départ. Et si vous n'allez pas au bout du process, à la fin, vous aurez un produit qui sera peut-être pas aussi attractif et aussi vivant que vous l'aviez voulu. C'est ce point-là, selon vous, qui est le plus crucial dans toute cette stratégie? Il y a 2 phases. De territorialiser les analyses qui sont globalisées, ça c'est quelque chose de compliqué. Puis après, c'est de la technique, je dirais, c'est de la connaissance, c'est un mode expert. Ensuite, derrière, il faut aller sur le terrain et dire qu'est-ce que vaut cette carte. On peut citer les formations aujourd'hui qui sont très portées, on parle de la cybersécurité. Vendre à un jeune un bac+1 cybersécurité, sur le papier ça marche. Les formations sont loin d'être pleines alors qu'on sait qu'il y a de l'emploi derrière. Donc effectivement, il manque quelque chose. Et ce manque, il n'est pas que dans l'orientation technique, telle qu'on peut l'avoir, il est dans l'adhésion des gens. Ah oui, c'est un métier, je vais vers ça. Et même si je fais ça à ce niveau-là, dans 10 ans, j'en ferai autre chose. Il faut aussi qu'on vende ça. C'est-à-dire, on revient à ce que vous disiez tout à l'heure. La formation tout au long de la vie est quelque chose qui est assez peu intégré dans les esprits en France. Et un jeune qui, vous imaginez bien, un jeune qui aujourd'hui fait de l'électronique, ou de l'informatique, génération informatique, c'est à peu près tous les 6 mois qu'elle évolue. Donc quand le jeune rentre en seconde qui veut faire ça, le jour où il a son certificat de spécialité, il s'est passé 4 semestres, 4 générations. 5 ans ou 6 ans après, il y en aura 10 autres. Qu'est-ce qu'on lui a fourni qui lui permet d'évoluer dans son métier pour s'adapter à ces évolutions-là? Merci Thierry Kessenheimer. Je vais donner la parole maintenant à Sabine Chopin-Guillot. Je rappelle que vous êtes directrice du service universitaire d'orientation et d'insertion professionnelle de l'Université de Lorraine. Vous êtes par ailleurs vice-présidente de la conférence universitaire en réseau des responsables de l'orientation et de l'insertion professionnelle des étudiants, la COUROIE. Sabine Chopin, peut-être en premier propos, peut-être quelques mots et quelques chiffres, surtout sur la réalité de l'insertion professionnelle de nos étudiants dont on parle depuis tout à l'heure. Oui, effectivement. Donc simplement pour dire que la réalité est plutôt positive. Alors, même si les chiffres, je cite, qui sont de la note du système d'information et d'études statistiques du ministère de décembre 2024 sont un peu moins bons que des années précédentes, mais on note par exemple que 87% des diplômés 2022 de licence professionnelle sont en emploi à 18 mois après leur diplomation et 83% des diplômés de master et même 95% des diplômés de master enseignement. Donc il y a une réalité d'insertion professionnelle
malgré tous les défauts peut-être dont on a parlé tout à l'heure, hein, de nos formations, voilà, y compris donc pour l'insertion professionnelle, les licences professionnelles, une insertion vraiment relativement rapide, et pour les étudiants de master, une insertion vraiment de qualité aussi, hein, qui correspond vraiment à leur domaine de formation. Alors certes, c'est à la sortie, ils sont dans leur domaine de formation, et comme ça a été dit, et j'en conviens, ils ne vont pas rester dans ce domaine de formation, et donc il faut les former, hein, tout au long de leurs années d'études à des capacités à s'adapter à un nouvel environnement, et c'est ce que nous nous efforçons de faire dans nos systèmes de formation. Et nous, donc là je représente plutôt les services d'aide à l'orientation et à l'insertion professionnelle, comment on les accompagne, hein, dans ce parcours, parce que ça a été dit tout à l'heure, hein, l'orientation, bien c'est un continuum, c'est un parcours, et donc ça commence dès le lycée. Notre travail, même si on est à l'université, commence avec les lycéens, où on va leur présenter justement la multitude de l'offre de formation, à la diversité de cette offre de formation, parce que si tout le monde sait bien ce qu'est une licence de droit, une licence de psychologie ou des études de STAPS, il y a bien d'autres propositions qui sont faites, et donc pour ça on va à la rencontre, hein, des lycéens, hein, à la fois pour leur donner donc une information, on va dire la plus objective possible, et puis pour aussi les rassurer, parce que le thème de la ruralité a été évoqué, hein, je provient de la Lorraine, et donc nous avons 2 départements ruraux, hein, la Meuse et les Vosges pour les citer, où bien la poursuite d'études supérieures n'est pas une évidence pour les familles, hein. Ils ne connaissent pas forcément cet environnement, et donc on va à leur rencontre pour les rassurer sur la possibilité de ces études supérieures. Alors pour ça, on a des dispositifs dits d'étudiants ambassadeurs, hein, qui vont simplement leur permettre de se projeter, et puis on accueille aussi les lycéens dans nos établissements dans le cadre d'immersion, soit individuelle, soit collective. Et donc ça, c'est la première étape, trouver sa voie. Sauf que ils ont 18 ans, et à 18 ans, c'est pas simple de trouver sa voie. Et donc, on les accompagne ensuite dans un éventuel besoin de réorientation, pour qu'ils aient justement le temps de trouver leur voie. On a différents, là aussi, dispositifs d'aide qui leur permettent justement de rebondir avec des accompagnements qui peuvent être plus ou moins personnalisés ou collectifs, hein, dans le cadre de dispositifs tels que le semestre rebond. Et là encore, hein, je vais être tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par mes prédécesseurs, hein, la voie n'est pas linéaire, et on travaille beaucoup dans nos services justement à donner cette information que changer de voie, c'est pas un échec, et au contraire, il y a de très belles réussites suite à une réorientation, et donc on promeut vraiment ce dispositif, parce que effectivement, je pense que c'est quelque chose qui se construit, cette recherche de la construction du projet. Donc on les accompagne sur la construction de leur projet professionnel, alors avec aussi les équipes pédagogiques, hein, ce ne sont pas évidemment nos services qui font tout, qui vont travailler aussi à la préparation, hein, du projet professionnel, et qui intègrent dans leur formation, hein, des expériences diverses, hein, le stage, hein, qui est maintenant quasiment présent dans toutes les formations, alors parfois de manière facultative, hein, quand on a des grandes promotions, je pense à la licence de droit, c'est compliqué de trouver un stage pour tous les étudiants, mais ils ont la possibilité de le faire, obligatoire dans beaucoup de formations aussi. On a aussi beaucoup développé à l'université l'alternance, qui va là aussi favoriser l'insertion professionnelle, faire connaître ce milieu professionnel, notamment, hein, en master, mais aussi en BUT ou en licence professionnelle. Et puis ensuite, on accompagne encore les étudiants au moment de leur recherche d'emploi, et on leur fait découvrir le monde professionnel. Alors c'est la rencontre avec des entreprises, hein, dans le cadre de manifestations, alors pour différents types de recherches, hein, des recherches de stage ou des recherches d'alternance, ou pour le premier emploi. Donc là, on travaille avec des partenaires, hein, que ce soit l'APEC, France Travail, ou des réseaux d'anciens DRH, hein, qui nous accompagnent pour conseiller les étudiants. Et puis, comme ça a été dit aussi, hein, alors si on leur donne ces capacités à s'adapter à de multiples environnements, on travaille aussi dans le cadre d'ateliers à
va leur donner d'autres compétences, donc les compétences psychosociales qui ont été citées tout à l'heure, avec des ateliers tels que la prise de parole en public ou la connaissance de soi, la réalisation d'un portfolio, voire d'un e-portfolio, puisque maintenant c'est quand même plutôt ça qu'il faut mettre en place, et donc de montrer que certes ils ont acquis un certain nombre de connaissances, de compétences dans leur formation, mais que ça va au-delà, ça a été dit aussi tout à l'heure, valoriser tout ce qui est fait dans le terme d'engagement, engagement associatif, engagement d'élus, que ce soit à l'université ou dans leur commune. Et puis, on les aide aussi à travailler un peu la maîtrise de leur image numérique, réputationnelle, à travailler sur un réseau social professionnel tel que LinkedIn. Donc, voilà, il y a une forte diversité de propositions pour les préparer à cette insertion professionnelle, avec, on va dire, une attention particulière à des publics plus en difficulté. Je pense aux étudiants internationaux qui n'ont pas le réseau que peuvent avoir les étudiants locaux, on va dire, les étudiants également aussi en situation de handicap, qu'il faut accompagner plus spécifiquement parce que souvent, ça implique leur insertion professionnelle, quelques adaptations du poste de travail. Et donc là, pour la citer, l'Université de Lorraine travaille avec la mission handicap, puisque l'Université de Lorraine a été lauréate de l'appel à projet Université inclusive démonstratrice. Donc là, il y a vraiment ça fait partie de notre projet d'établissement que d'accompagner ces étudiants. Et donc, on favorise aussi toutes les relations, les rencontres avec les entreprises. Et puis, puisque la FTLV a été citée, nos services sont également présents pour accueillir les adultes en reprise d'études. Et ce n'est pas négligeable. Je vais vous donner un chiffre. À l'Université de Lorraine, c'est plus de 1000 entretiens avec des adultes chaque année qu'on va accompagner dans leur projet de reprise d'études ou de valorisation de leur expérience. Donc, on s'insère aussi dans cette question de la formation tout au long de la vie. On sait que, le diplôme qu'on a délivré ne suffira pas toujours, ou en tout cas il y a besoin de compléments, de montée en compétences. Et là, on accompagne les personnes qui le souhaitent. Voilà un peu la panoplie des propositions que l'on fait pour répondre à tous ces enjeux qui ont été cités. Avec ça, s'ils ne trouvent pas un emploi... En tout cas, on essaye. Merci Sabine Chopin-Guillot. Il y a un sujet qu'on n'a pas trop abordé depuis tout à l'heure, c'est celui de l'entrepreneuriat, qui fait fantasmer beaucoup de jeunes aujourd'hui. Comment s'armer face à ce sujet? Comment se préparer? Comment les sensibiliser? Demain, tout le monde ne peut pas être chef d'entreprise, tout le monde ne peut pas être freelance. Quelle est votre position à tous sur ce sujet? Je peux reprendre la parole si vous le souhaitez. Effectivement, nous avons dans les universités des dispositifs spécifiques. Donc, en Lorraine, c'est le pôle entrepreneuriat étudiant en Lorraine, le PIL, donc, qui fait partie des réseaux pépites dont Patrick parlera tout à l'heure. Donc, comment ça se fait? Ça se fait d'abord par une sensibilisation à l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'on a, dans le cadre de la personnalisation des formations, un parcours qui s'appelle parcours entrepreneuriat. Donc dès la première année de licence, tous les étudiants peuvent choisir de s'inscrire dans ce parcours et vont découvrir ce qu'est l'entrepreneuriat. Et puis pour ceux qui sont vraiment intéressés par la création d'entreprises, il y a la possibilité de les accompagner plus spécifiquement. Et puis en fin de cursus, on a un diplôme étudiant entrepreneuriat qui leur permet de garder ce statut d'étudiant tout en développant leur entreprise. Et on a chaque année de très belles réussites à l'Université de Lorraine, notamment pour des étudiants qui vont créer leur entreprise. Ça peut être des startups, ça peut être des petites choses que l'on est content après de retrouver sur le marché. Alors je vais citer quelques réussites, des montures en bois par exemple. Inbo, ça a été créé par des étudiants de l'Université de Lorraine. Vous avez peut-être déjà bu les petites boissons simples, donc, qui sont également des étudiants de l'université. Donc voilà, vraiment dans tous les domaines, on peut créer des entreprises. Et là, il y a un accompagnement personnalisé, à la fois dans le développement du projet, mais aussi dans la suite de la création de l'entreprise avec des aides, notamment au financement de ces entreprises. Patrick Corriot, peut-être votre regard sur ce sujet de l'entrepreneuriat? Oui, alors pour compléter ce que donnait comme exemple Sabine sur son territoire, donc nous, côté en ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, en fait, on a déployé depuis 10 ans
ces dispositifs PEPIT. Donc PEPIT, c'est pôle, excusez-moi, je vérifie mes notes, c'est le pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat. Donc toutes les académies sont couvertes par ces pôles et donc permettent en fait souvent à plusieurs établissements de proposer des dispositifs pour sensibiliser et accompagner les étudiants à se lancer dans l'entrepreneuriat. Côté sensibilisation, on estime là, sur les, j'ai envie de dire plutôt les 5 dernières années, on s'approche d'à peu près un étudiant sur 3 se retrouve à avoir été sensibilisé au cours de son cursus à l'entrepreneuriat. Et sur les 10 dernières années, par contre, c'est à peu près 40 000 étudiants. Donc les derniers chiffres, on arrive là ces dernières années à 6 000, enfin on frôle les 7 000 étudiants par an qui bénéficient de ce qu'on appelle le statut national de l'étudiant entrepreneur. Donc ce sont des étudiants qui font le choix de porter un projet d'entrepreneur. Et comme l'a évoqué Sabine, ils sont accompagnés dans le cursus de leurs études à monter leur projet. Alors, de l'idéation jusqu'à ensuite la réalisation du projet. Et on a donc du coup dans le cadre de ces dispositifs la possibilité de valider via le diplôme, donc le diplôme d'étudiant entrepreneur, la reconnaissance de ses compétences acquises pour monter ce projet d'entrepreneur. C'est les deux gros moyens qu'on a à notre disposition et visiblement ça fonctionne. Sur des projets en lien avec leur secteur d'activité ou pas forcément, enfin leur secteur de formation plutôt? Pas toujours. Ouais. En fait, pas toujours. On a parfois des projets qui peuvent être relativement éloignés du cursus d'études. C'est pour des raisons souvent plutôt personnelles. Ils ont eu une idée. Alors, les compétences acquises dans le cadre de leur diplôme les aident souvent, mais ce n'est pas obligatoire. Est-ce que justement, Thierry Quesson-Heimer, ça ne rajoute pas une difficulté, ces étudiants qui peuvent bifurquer vers l'entrepreneuriat pour définir les besoins des territoires? Non, pas du tout. Alors d'abord, ce n'est pas une donnée du problème. Par contre, sur l'entrepreneuriat, on commence très très jeune. Je veux dire, l'entrepreneuriat, ça commence plutôt par des jeux concours. Dans le pré-universitaire, ça va au collège. Puisqu'en fait, une des associations les plus connues, c'est Entreprendre pour apprendre, sûrement. Le nom dit bien, c'est-à-dire qu'en fait, on se sert de la dynamique de l'entrepreneuriat pour ancrer les apprentissages, mais aussi pour donner dynamique. Sur certaines régions, on en avait une où le jeu s'appelait Créons ensemble, avec des partenariats CCI, de banques, d'entreprises. Une participation de quelque chose qu'on a au niveau des DRAFPIC, au niveau des régions académiques, c'est les ingénieurs pour l'école. Donc en fait, ce sont des gens qui sont délégués auprès de nous par les entreprises. Donc ils ont déjà cette fibre-là, ils connaissent l'entreprise. Ils font une animation souvent en collège et en lycée professionnel pour montrer ce que c'est leur métier, ce que c'est l'intégration de l'entreprise. Il y a bien sûr toutes les visites d'entreprise, etc. Mais aujourd'hui, je crois que cette histoire d'entreprendre pour apprendre, de création de mini-entreprises autour d'un sujet qu'ils partagent, etc., on n'est pas sur le débouché entreprise. J'en ai vu. J'en ai vu un bon exemple sur du CAP, par exemple, couture, où le projet, c'était de créer une entreprise qui allait faire de la promotion directement de la couture dans les EHPAD. Donc en gros, il y avait une animation et tout. L'entreprise a été créée par les 3 jeunes qui avaient créé ça, ce qui est plutôt assez rare mais remarquable. Je pense que le point le plus intéressant, là, c'est quand on le fait en collège, parce que ce sont des jeunes qui sont encore éloignés, qui sont dans les phases que Michel décrivait tout à l'heure de préorientation, avant la 3e seconde, qui sont ces grands paliers, et qui là leur ouvrent les esprits sur des choses qu'ils n'avaient pas vues du tout. Autre sujet qui est beaucoup revenu dans vos mots depuis tout à l'heure, c'est celui des compétences psychosociales, et je pense qu'on terminera là-dessus parce que l'heure tourne. Michel Lunier, peut-être sur ce sujet, c'est quoi les compétences psychosociales concrètement, et en quoi elles sont très importantes aujourd'hui dans ce sujet de l'insertion professionnelle? Alors, les compétences psychosociales, alors vous avez parfaitement raison de souligner que il y a un mouvement, mais ce mouvement, il n'est pas national, il est mondial. La question de la santé mentale est une priorité mondiale. Et évidemment, de ce point de vue, la question du bien-être en entreprise et dans un lieu de formation a pris beaucoup de pas, la question du climat scolaire, ainsi de suite. Mais plus encore, cette dimension des compétences psychosociales qui
a pris un tournant quand même avec le travail remarquable qui a été organisé par Santé publique France, hein, avec à la fois une volonté de concaténer l'ensemble des recherches et méta-recherches au niveau mondial, qui a donné lieu donc à un référentiel sur les compétences psychosociales, qui a sa propre dynamique, certes. La question pour nous, c'est de savoir comment on les mobilise en milieu de formation, en milieu scolaire, en milieu universitaire. C'est-à-dire que si l'on regarde bien, je vous l'ai dit tout à l'heure en préambule, on a changé de paradigme avec la notion de compétence en tant que telle, avec des définitions qui étaient plutôt peu stabilisées, et on a vu fleurir un certain nombre de dimensions, les compétences du 21e siècle, les compétences comportementales, les compétences démocratiques, bref, un ensemble de dimensions, les compétences transversales, bref, autant les compétences psychosociales sont des compétences transversales, autant l'inverse n'est pas vrai. Et en d'autres termes, c'est comment on les intègre. C'est-à-dire qu'on fait le constat qu'effectivement, à côté de compétences académiques, à côté de compétences techniques, la question qui est posée, elle a été énoncée tout à l'heure, c'est on ne peut pas dire dans une même phrase on va vous préparer en termes d'insertion à un métier, et dans la fin de phrase, dire vous allez en changer 15 fois dans votre vie. Et il va falloir choisir. Alors soit on prépare, mais on prépare à quoi? Préparer à développer des compétences dont on ignore aujourd'hui même la nature, avec des entreprises qui n'arrivent pas à se projeter au-delà de 2 ans. Il faut être humble au regard de cette démarche. Donc tout ce qu'on peut faire, nous, c'est de développer une aptitude aux individus, hein, qu'ils soient jeunes et non jeunes, à pouvoir gérer des transitions. Et plus ils vont devoir gérer des transitions, plus ils vont devoir eux-mêmes développer une capacité à pouvoir les gérer. Et de ce point de vue, les émotions où les dimensions interrelationnelles jouent un rôle éminemment important. C'est la raison pour laquelle elles sont mobilisées dans tous les actes. Pour nous, on a, au niveau de l'inspection générale, remis un premier rapport concernant les compétences psychosociales en lycée professionnel qui est paru en juin 2024. Nous nous attachons aujourd'hui, avec Christophe Marseillais, une équipe d'inspecteurs généraux à développer et à surmonter les nœuds éthiques, politiques, épistémologiques, politiques que pose la question des compétences psychosociales. Parce qu'autant, on l'a dit tout à l'heure, au regard du projet de l'école, ça peut être un élément d'émancipation des individus, autant si c'est mal préparé, mal considéré, ça peut être un objet d'aliénation. C'est-à-dire qu'il faut être quand même conscient de ce qui se joue. Et lorsqu'on interroge les professionnels, le monde économique vous dit que ce qu'ils veulent avant tout, c'est précisément qu'on développe ce type de compétences. Se pose dès lors pour nous la question, que faut-il qu'on fasse dans nos établissements de formation, que faut-il qu'on fasse à l'université, à quoi doit-on préparer les jeunes? Et ce qui ressort des travaux que l'on conduit au niveau de l'inspection générale, c'est que la double finalité des diplômes devient la norme. C'est-à-dire d'un côté on a des parcours de moins en moins linéaires, de l'autre, on a des individus qui doivent gérer ces transitions. Alors quand je parle de transition, ce n'est pas simplement des transitions école, collège, lycée, licence, enseignement supérieur. Je parle des grandes transitions, c'est-à-dire formation, insertion, reconversion, chômage, retraite, bref, des grandes transitions. Et puis d'autres transitions qui sont de l'ordre sociétal. Hein, la question de l'intelligence artificielle. Hein, d'accord, dont acte, dans quel monde on va laisser à nos enfants, mais il faut aussi se poser la question dans quelle main on va laisser le monde. Ce sont des questions qui sont éminemment centrales aujourd'hui. Donc l'avènement de l'intelligence artificielle, la question du développement durable, bref, un ensemble de transitions sociétales qui nécessitent que dans les formations que l'on met en œuvre aujourd'hui, la notion de l'éthique devient un élément central. C'est-à-dire que les jeunes, et les moins jeunes d'ailleurs, sont extrêmement sensibles à la question du sens. Je ne suis pas immédiatement convaincu qu'il soit féru des réorientations. D'abord, on a beaucoup de mal à définir ce qu'est une réorientation, notamment dans l'enseignement supérieur. Hein, qu'est-ce que ça veut dire une réorientation? Bon, il y a des rapports d'inspection générale qui ont tenté de donner une définition, mais ce que l'on observe, c'est que, en tout cas, dans l'enseignement supérieur, ce qui apparaissait autrefois comme des erreurs d'aiguillage, est de plus en plus appréhendé comme en fait les traces de la maturation d'un parcours, ce qui n'est plus du tout la même chose. Donc dans le SUP, ils sont en train de faire la révolution, c'est-à-dire qu'en fait, on accepte de donner du temps au temps. Ce qui n'est pas le cas pour l'enseignement scolaire. Vous avez un parcours qui, à l'âge de 16-17 ans, doit vous conduire au baccalauréat, peu ou prou. Pour les autres, pour les 20% qui restent, pas au baccalauréat. Mais quoi qu'il en soit, on est sur un mode linéaire, et alors que de l'autre côté, on n'est plus sur un mode linéaire. C'est-à-dire, tirer les fils de la notion de parcours, ça veut dire qu'un parcours, ça s'adresse à un individu. Chaque individu a un parcours, il lui est propre. Donc la question et le défi qui nous est posé en matière de formation, comment on construit
des itinéraires de formation qui vont permettre une insertion dans la société, une insertion professionnelle, mais qui n'obéreront pas de la capacité à rebondir derrière à cause de transitions que l'individu va devoir gérer, qui vont s'imposer à lui. Donc développer une aptitude à gérer devient un élément central. Et de ce point de vue, la double finalité des diplômes est et je parle sous le contrôle de l'enseignement supérieur, mais la double finalité de la licence générale peut interroger. Mais n'empêche que c'est une nécessité absolue, tout simplement, pour énoncer qu'effectivement, il y a un élément d'insertion, un élément de poursuite d'études, bien évidemment, à l'individu de choisir. Donc, ce sont des points qui me paraissent absolument, et je conclurai là-dessus, absolument essentiels, mais qui se heurtent à une conception malheureusement adéquationniste, toujours extrêmement présente. Je rappelle que la première brique de construction d'un diplôme, notamment professionnel en France, c'est ce qu'on appelle le référentiel d'activité professionnelle, qui est directement la déclinaison de ce que les professionnels entendent confier à quelqu'un qui sera certifié. Si ce n'est pas la définition même de l'adéquation, je ne sais pas ce que c'est que l'adéquation. Donc il y a un paradoxe entre le discours vous allez devoir vous insérer et changer de métier, sous-entendu vous allez devoir être résilient et développer des aptitudes à pouvoir gérer ces transitions, et de l'autre une volonté de former sur des bases qui sont un peu restreintes. Or ça, on sait que ça ne fonctionne pas. Le dernier élément auquel Thierry a fait référence tout à l'heure, c'est bien évidemment, c'est pas parce qu'on a identifié des gisements d'emploi que la demande sociale va s'exprimer en direction de ces gisements d'emploi. C'est beaucoup plus complexe qu'on l'imagine. Et les attendus des jeunes aujourd'hui, ce que l'on observe, c'est probablement une capacité à arbitrer différente de celle des aînés. C'est-à-dire qu'ils arbitrent avec un temps de loisir, ils arbitrent avec des considérations qui ne sont pas forcément toutes liées à la formation, ce que naguère on ne faisait pas forcément. Et puis je rappellerai simplement qu'en termes de réorientation, celles et ceux qui ont choisi un parcours extrêmement d'excellence, pour eux, il n'y a pas de réorientation. Le parcours est extrêmement linéaire. Donc la linéarité en fonction du milieu social aussi. Donc tout ça, il y a des enjeux, bien évidemment, qui sont ceux de l'école puis de l'université. C'est-à-dire qu'on doit faire à la fois face à un environnement extrêmement évolutif avec des individus dont on doit les préparer à développer des aptitudes, comme il a été dit, des aptitudes à pouvoir rebondir. Ce sera le mot de la fin. On est arrivé au bout de l'heure de débat. Je vous remercie en tout cas. Ce sera d'ailleurs la fin de cette saison, puisque cette saison de Périscope s'achève sur ce numéro qui était consacré à l'insertion professionnelle des étudiants de l'enseignement supérieur. Je pense qu'on a pas mal de matière pour reprogrammer des sujets pour la saison suivante. En tout cas, merci à vous quatre d'avoir été présents. Merci également à Élise Tenré qui était présente à distance. Merci à toute l'équipe technique de l'IH2EF pour la réalisation des émissions de cette saison. On se retrouve donc la saison prochaine à partir d'octobre pour une nouvelle saison du Périscope 2025-2026. D'ici là, passez un bel été et vous pouvez retrouver l'intégralité des épisodes en replay sur YouTube et sur le site de l'IH2EF. Belle journée à tous.